Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Vous êtes bien installé? Oui, parfait. bien. Président de la région Normandie, président du parti Les Centristes. Bonsoir Serge Raffi. Bonsoir. Éditorialiste politique au point. Bonsoir Alexia Germain. Bonsoir. Germain, pardon, avocate et présidente fondatrice du groupe de réflexion France Audacieux. J'accueille également à distance Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir, merci d'être là, directrice de la fondation IFRAP et auteur de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire. Hervé Morin, est-ce que vous êtes le premier futur ministre à qui j'ai l'honneur de parler ce soir? Ah non, ça c'est sûr que non. Pourquoi? Bon, parce que je ne m'imagine pas quitter ma région. En plus de ça, j'ai été ministre de la Défense pendant 3 ans et demi, donc je n'ai plus le fantasme ministériel. Et je ne m'imagine pas revenir dans un gouvernement dans une autre hypothèse que celle d'un président de la République pour qui j'aurais fait campagne, en qui j'ai confiance et avec qui j'ai envie d'essayer de transformer, de moderniser le pays. Donc c'est un gouvernement très particulier qui va être un gouvernement de transition, chargé de faire en sorte que le budget soit voté pour éviter le chaos financier et le chaos politique derrière. C'est un gouvernement qui va essayer probablement d'améliorer les choses à la marge, mais on voit bien que c'est pas un gouvernement qui va porter des transformations fondamentales. Il a dit pas de miracle, mais des progrès. C'est aussi pour ça. C'est ça. Mais vous avez été ministre en même temps que Michel Barnier, c'est le gouvernement Fillon 2. Vous étiez à la Défense, vous l'avez dit, lui était à l'agriculture, à la pêche. Et si vous appelle, vous n'y allez pas? Non, non, on a même eu déjà l'occasion de se parler, donc je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Non, il vous a demandé? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait mes amis Bien politiques qui y soient, mais je n'ai pas d'intention du tout de rentrer au gouvernement. C'est qui les amis politiques dont vous parlez et qui pourraient y aller? J'ai toute une série de parlementaires, dont certains sont largement du niveau pour... si vous voulez que je vous dise tout, ce que nous nous sommes dit, c'est que il fallait que les membres du gouvernement, on en parlait tout à l'heure avant de venir sur votre plateau, ce soient des femmes et des hommes d'expérience, ayant été rompus au suffrage universel, connaissant la France, pas simplement le 6e et le 7e arrondissement, des femmes et des hommes qui ont des bosses, des cabosses, qui ont connu des échecs, qui connaissent les ressorts profonds de la société française, qui exercent des responsabilités locales ou qui en ont exercé, qui ont eu des mandats parlementaires, bref... Ce qu'était la politique hier, c'est pas de la nostalgie quand je dis ça. Moi, j'ai jamais été fasciné par des responsables politiques, au-delà du talent qu'ils représentent, qui à 30 ans, sortant de nulle part, se retrouvent avec des fonctions ministérielles qui en génération. Gabriel Attal, il l'incarne aussi. Quel est le bilan de Gabriel Attal? Il a annoncé des choses en matière d'éducation et ça s'est rien passé. Il a été Premier ministre, ça s'est rien passé. Bon, franchement, il n'y a pas non plus de quoi. Alors, c'est difficile parce qu'il avait un président de la République, mais il n'y a pas de quoi être fasciné, sinon le fait d'avoir le talent d'être capable d'être Premier ministre à 30 ans, en effet. Vous dites qu'il avait le président de la République comme si c'était un problème? Bah oui, c'en est un, parce que pour arriver à faire passer quelque chose quand vous avez quelqu'un qui est aussi détesté que lui par l'opinion publique, c'est quand même assez compliqué. Alexia Germain. Bah écoutez, c'est très intéressant parce que c'est un mélange, un moment en fait, un carrefour, où on voit revenir une politique plus traditionnelle. C'est aussi ce à quoi aspirent les Français. Je pense qu'il y a un moment... J'ai l'impression qu'ils voulaient un changement. Et du nouveau. Justement, j'y viens. C'est pas péjoratif, ça va pas... J'y viens. Alors, j'y viens. Des plus vieux. J'y viens. On a besoin de compétences, d'expérience, une façon différente d'approcher effectivement le rapport aux citoyens. Très important également d'avoir, alors vous parliez de l'ancienne politique, j'entendais sur votre plateau un peu plus tôt tout à l'heure Jean-Pierre Raffarin, qui expliquait exactement, qui expliquait combien finalement l'expérience et la compétence étaient nécessaires. Moi je crois qu'on a besoin aussi de sang neuf avec la société civile qui est une richesse extraordinaire, mais encore faut-il qu'elle comprenne que le monde politique est un monde politique qui est différent. Mais mais c'est aussi tous ensemble qu'on doit le construire. Et je voudrais quand même souligner ce qu'a dit aujourd'hui dans l'interview dans un des 2 journaux du dimanche. La Tribune Dimanche et le JDD. Exactement, qu'a dit Michel Barnier. J'ai trouvé que ça, c'était porteur d'espoir pour le coup. Quand il dit on a besoin de relever l'horizon à la fois individuel... Oui, alors individuel... et collectif. Et je pense que ça, c'est ce sur quoi nous devons travailler. C'est-à-dire que chacun a la place qui est la sienne aujourd'hui, société civile, politique et ou société civile apprenant aussi à servir l'intérêt général dans un cadre qui est différent du sien. Il faut absolument qu'on arrive pour la France à tous se relever les manches. Serge Raffi, je vais être un peu taquin, mais il faut faire du neuf avec de l'expérience. La société civile, on entend toujours que, et en fait, quand elle arrive au gouvernement, c'est souvent l'échec.
constate que ce soit gouvernement de droite ou gouvernement de gauche, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre Hervé Morin de lâcher sa région, de retourner aux affaires? Est-ce que vous avez remarqué quand même qu'il y a un climat un peu apaisé? C'est-à-dire qu'on était dans le train de la mort, on était dans Space Mountain et tout d'un coup, on a l'Édredon qui arrive. C'est l'effet Barnier. Il est là et il nous rassure quelque part. Oh là là, enfin quelqu'un qui va poser les choses, qui va être un peu tranquille. Une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire bon... Voilà, les gens se calment, tout va bien. On a des gens de qualité, on a des dinosaures qui reviennent. Pourquoi pas? Ça n'a aucune importance. Tant mieux si les dinosaures sont bons, tant mieux pour notre pays. La question, elle n'est pas là. La question, elle est, c'est quoi cette cohabitation? À quoi ça ressemble? Alors c'est coexistence. Hein, moi, j'appelle ça une coexistence light. C'est très light, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est pas ça le problème quand on parle de politique? On sait de chercher des mots dans les éléments de langage qui n'ont aucun sens. D'où l'importance de la nomination du gouvernement et en particulier... évidemment, des postes régaliens et plus. Et là, on sait très bien que Emmanuel Macron voulait beaucoup. Et qu'on va voir justement si Michel Barnier est solide, s'il a les épaules pour dire non au président de la République sur un certain nombre de postes, c'est-à-dire l'intérieur, le ministère des Finances aussi, que le président garde effectivement les affaires étrangères et la défense. C'est logique, on est dans les postes régaliens. C'est la logique de la Ve République. Il faut l'accord du Mais là, si Michel Barnier montre au pays qu'effectivement sur ces postes régaliens, c'est lui qui a la main, alors là, effectivement, on sera dans une cohabitation un peu nouvelle, mais ça sera une vraie cohabitation. On va parler gros vous savez, pardon, parce qu'il y a Agnès Verdier-Molinier qui nous a mais il y a tout de même quelque chose d'assez anachronique, c'est qu'on n'aurait pas dû avoir cette constitution gouvernementale. Dans tous les pays européens, on aurait eu l'ensemble de l'arc républicain qui aurait été au gouvernement, de la gauche modérée, la gauche social-démocrate, jusqu'à la droite. Mais la gauche modérée est avec LFI, donc personne ne... C'est ça le truc incroyable, c'est que le PS trouve le moyen de commencer à sortir des limbes avec Glucksmann aux européennes et retombe dans la vassalité complète à Mélenchon, alors que c'est en réalité c'est Cazeneuve qui devait être Premier ministre de ce gouvernement. Et c'est ça qui est ahurissant, c'est qu'on n'arrive pas à bâtir. Et je pense que le mode de scrutin est un des vecteurs majeurs de ces blocages politiques. Moi j'espère qu'on va... Proportionnel avec un peu de majorité. J'espère qu'on va avoir un système à l'allemande avec une partie majoritaire et une partie proportionnelle, parce que c'est ça qui permettra de bâtir un nouveau modèle politique dans lequel le Parlement est respecté et on pourra bâtir des majorités qui sont des majorités de coalition. On va parler gros sous avec Agnès Verdier-Molinier. Où va notre argent? Je vous pose la question parce que quand on voit les déficits publics qui sont en train de glisser, le budget qu'il va falloir voter avec un gouvernement dont on ignore la composition et dont on ignore s'il tiendra. Comment vous voyez cette espèce d'équilibre ou de déséquilibre? Déjà, on est rassuré qu'on aille vers un gouvernement parce qu'on avait le risque de devoir adopter un budget avec un gouvernement démissionnaire et ça posait quand même beaucoup de questions constitutionnelles. Même si c'était possible, c'était vraiment très très tendu. Donc il faut se dire que la mission numéro 1 du Premier ministre Michel Barnier, c'est faire atterrir ce budget 2025. Et je ne sais pas si les Français ont conscience de l'importance de ce budget parce que on sait qu'on est dans un dérapage du déficit pour 2024 à 5,6% de la richesse nationale. On sait qu'en 2025, si on fait rien, on sera à plus de 6%. Donc on est lanterne rouge de la zone euro sur ces sujets. On a des enjeux colossaux. On est scruté par Bruxelles. On est en procédure pour déficit excessif. Il va falloir qu'on montre patte blanche, qu'on explique comment on va faire pour redresser les comptes publics. Il y a un gel global de la dépense à faire. Donc c'est tellement important cette question de budget. Le budget 2025, c'est peut-être le plus important depuis le début de la Ve République. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception? Abrogation de la réforme des retraites, c'est une volonté à la fois du nouveau Fonds populaire et aussi du Rassemblement national. Ça pourrait coûter cher. Le SMIC à 1 600 €, ça faisait partie des mesures phares du nouveau Front populaire, avec un Michel Barnier qui est plutôt sérieux en termes de gestion du déficit public. Est-ce qu'il va être contraint ou il va pouvoir continuer sur cette ligne-là ou il va devoir s'adapter? Mais en réalité, aucune des promesses du nouveau Front populaire ne sont possibles. Aucune n'est finançable. Aucune ne tient la route économiquement. Aucune ne pourrait... Parce que ça, c'est votre doxa politique, c'est votre position politique. Non, mais en fait, en réalité... Non, mais attendez, là, il faut sortir du rêve des milliards qui tombent comme ça, gratuitement, l'argent magique, etc. Tout ça, c'est fini, ça n'existe pas. Donc maintenant, il faut avoir une vision cohérente du budget. Et la réalité, c'est que c'est pas des dépenses supplémentaires, c'est des économies supplémentaires qu'il faut faire.
Donc, c'est normal qu'on soit rassuré par l'arrivée de Michel Barnier quand on peut se dire qu'on a échappé finalement à un gouvernement Nouveau Front Populaire qui nous emmenait direct dans le mur de la dette. Donc là, il faut qu'on évite le mur de la dette. Et clairement, les mesures qu'il va falloir prendre, ce sont des mesures de rabotage, de gel, de réorganisation dans un second temps, de décentralisation, de dédoublonnage, de décomplexification de l'organisation administrative. Et c'est Petit problème de liaison. Je vais laisser la régie faire son travail pour vous retrouver dans un instant. Serge Raffi et Alexia Germont. Une question que je pourrais poser, que j'aurais posée à Madame Verdier-Molinier, mais que je peux poser à Monsieur Hervé Morin. Pierre Moscovici, aujourd'hui, président de la Cour des comptes, premier président de la Cour des comptes, évoque aussi la menace de ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire la possibilité terrifiante que la situation budgétaire est tellement catastrophique qu'on sera peut-être obligé de ne pas payer les prestations sociales et les fonctionnaires. Est-ce que c'est une menace? C'est ce qui se passe aux États-Unis quand on n'arrive pas à s'accorder. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que ça, c'est un danger possible si effectivement on ne vote pas ces deux budgets? Moi, je ne crois pas ça. Je pense tant qu'on arrive à adresser un message à ceux qui nous prêtent, qui nous permettent de payer les salaires à la fin du mois, en disant on va revenir vers une situation plus sérieuse. De toute façon, la Commission européenne va nous obliger à indiquer très précisément. C'est pas simplement des intentions comme on en fait dans des déclarations de politique générale. La Commission va prendre ligne par ligne du budget en disant bon, les 20 milliards d'économies, vous les faites où? Et donc, à partir du moment où il y a ce message qui est indiqué au marché qui nous permettent de pouvoir vivre à crédit, je pense qu'on n'a pas ce risque-là. Là où les choses pourraient aller mal, c'est si la démagogie ambiante nous amenait, là c'est le président de région qui parle, à considérer que, comme l'a dit Bruno Le Maire de façon absolument scandaleuse, ce sont les collectivités locales qui sont à l'origine du déficit. Je dirais pas parce que là, les collectivités locales, très vite, c'est l'effondrement complet de leur capacité d'investissement. Alexia Germont, après on écoute Marine Le Pen et j'irai une dernière fois à Verdier-Molinier. Voilà. Là où Agnès Verdier-Molinier a raison, c'est que c'est pas qu'une question idéologique. Dans la présentation des chiffres... Ce que je veux dire, c'est qu'Agnès Verdier-Molinier, je pense que si elle m'entend, elle m'en voudra pas. A priori, sa vision n'est pas la vision... Elle est là, elle nous entend. A priori, votre vision économique, mais vous voyez, pas une vision de gauche, pardon. Je viens dans votre sens. Il y a une piste de travail évidente dont on parle assez peu, c'est toujours l'efficacité de la dépense publique. Il y a bien sûr la réduction, mais l'efficacité. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Michel Barnier quand il dit « je ne ferai pas de miracle, mais on peut en tout cas essayer d'améliorer les choses ». Mais ça nécessite une agilité intellectuelle et c'est là où la société civile est utile pour les remontées d'informations, évidemment, et de façon d'approcher en fait le quotidien des Français et des institutions. Je rajouterais également que le profil de Michel Barnier aujourd'hui, là où il est intéressant pour l'ensemble de la collectivité, c'est que il ne pourra pas aller devant la Commission européenne avec des promesses exactement factices. Il faut qu'il ait des chiffres et sa voix, s'il s'engage, sera certainement une des voix les plus respectées parce qu'il n'y a qu'en France où l'on sous-estime, j'allais dire, la personnalité de Michel Barnier au sein de l'Union européenne. Et des JO au Brexit, il a fait ses preuves, en tout cas là-dessus, quelles que soient les opinions politiques. Michel Barnier, qui a été évidemment évoqué et cité lors du discours de rentrée de Marine Le Pen, c'était dans son fief des Nains-Beaumont. Elle assure que le Rassemblement national va fixer des lignes rouges à Michel Barnier et qu'elle n'hésitera pas à censurer le gouvernement si ces lignes rouges ne sont pas respectées. Nous fournirons nos meilleurs efforts pour contribuer autant que possible à la stabilité de la France et de son Assemblée. Mais je le dis avec tout autant de force. Nous serons amenés dès les prochaines semaines à indiquer au Premier ministre les lignes rouges et les mesures que nous jugeons importantes et dont la prise en compte est indispensable afin de respecter le vote de nos 11 millions d'électeurs. Ces 11 millions d'électeurs qui ont fait du Rassemblement national le premier groupe de l'Assemblée. Nous n'accorderons pas de blanc-seing. Que les choses soient là encore très claires. Si au fil des semaines, les Français devaient à nouveau être oubliés ou maltraités, nous n'hésiterons pas à censurer le gouvernement. Agnès Verdier-Molinier, Michel Barnier, pris sur sa gauche par les promesses et les ambitions économiques et sociales du NFP, et pris sur sa droite par le Rassemblement national qui aussi veut mettre la main à la poche pour améliorer le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça peut donner au final pour le nouveau Premier ministre? Ça va donner
disons, une difficulté à avancer évidemment sur les sujets budgétaires, mais ça va nous amener vraisemblablement à revoter le budget 2024, ce qui était plus ou moins prévu par le gouvernement Attal, à juste titre, c'est-à-dire une sorte de reconduction des crédits 2024 déjà adoptés. C'est ce qu'on appelle un peu les services votés et faire le moins possible de nouvelles mesures et économiser le plus possible sur ce qui avait été voté l'an dernier pour essayer de faire en sorte que ça passe. Après, la question de Sage Rafi est très intéressante. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la situation où on pourrait plus payer les agents publics et plus payer les retraites ? Oui, c'est une possibilité. Si justement on revenait sur la réforme des retraites, si on annonçait des augmentations de 10% des rémunérations des agents publics et ce genre de mesures qui étaient dans le programme du NFP, là on risquerait de perdre la confiance des marchés. Et si on perd la confiance des marchés, si on n'obtient plus de financement pour la dette de la France, on peut se retrouver dans une situation absolument dramatique pour financer nos services publics. Donc finalement, ce sont des propositions antisociales. Ce qui est social, c'est justement de présenter un budget le plus en équilibre possible. Alors ce ne sera pas en équilibre total, évidemment, mais ce sera le moins en déséquilibre possible et d'annoncer des mesures qui vont rassurer les marchés. Et quand Marine Le Pen dit que finalement elle fera tout pour la stabilité de la France, ça passe aussi par là, la stabilité de la France. Donc ils seront obligés d'aller quand même dans une logique de stabilité budgétaire. Sinon, ça risque d'être le chaos. Et ça, personne ne le souhaite en réalité, sauf certains du côté de LFI qui en font finalement leur fonds de commerce. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier d'avoir été avec nous ce soir. Je sais que vous devez nous quitter. Hervé Morin, vous vouliez réagir? Je reprends l'expression qui a été depuis hier sous surveillance, mais j'ai l'impression que Michel Barnier est plus sous surveillance des marchés, des agences de notation et de Bruxelles que du Rassemblement National. Les ou deux, mais enfin, il y a deux choses que je voulais dire. La première, ça a été l'indigence des programmes politiques sur le point essentiel du pays, c'est la création de valeur et la création de richesse. Il n'y avait rien. Même pas à peine d'aborder. Des sujets aussi stratégiques que l'enseignement supérieur à la recherche, rien. On a parlé pendant toute la campagne électorale que de la redistribution d'une richesse qu'on n'a pas. Bon. Et donc, mais ça, le sujet traditionnel des campagnes, je vais pas vous l'apprendre. Ouais, mais enfin, on peut. Non, mais on peut le déplorer, je le déplore comme vous, mais c'est comme ça. Quoi. Donc, le sujet sur lequel Michel Barnier peut être et doit être, c'est aussi comment on crée comment on fait en sorte que la France crée de la valeur, soit compétitive, etc. Le second sujet où dont Maître parliez tout à l'heure et Agnès, c'est bien sûr la question de l'efficacité de la dépense publique. On ne peut pas aujourd'hui considérer que face à un sujet, on va encore empiler de la dépense. On sait que ça, c'est folie et que ça ne marche pas. Et moi qui suis président de collectivité, parfois je m'amuse, quand j'ai des réunions avec toute une série de services de l'État, de faire l'addition de la masse salariale de réunions de 3 heures. Et je me dis, est-ce qu'un jour, on va tirer les conséquences qu'ont eu tous les pays européens, de dire on fait confiance aux territoires et aux collectivités sur les politiques de proximité, l'État s'en désengage, et quand il s'agit des grandes fonctions régaliennes et des fonctions de l'État, il y a l'État et il n'y a que l'État. J'entends, mais qu'est-ce que ça change pour le quotidien des Français? Ça change le quotidien, c'est qu'on est plus réactif, c'est qu'on est capable de prendre des décisions plus vite. Mais dans le porte-monnaie, ça change quoi? Ça change quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité de pouvoir agir rapidement, de trouver les voies et moyens, de porter des modernisations, des transformations, et de faire en sorte que le pays avance plus vite et donc crée de la richesse. J'entends, mais vous reprenez l'expression création de valeur. Je suis devant ma télé, je vous écoute, création de valeur, moi ça ne dit pas grand-chose. Alors, plus mon pays va bien, mieux mon pays va. Mais la France va pas trop mal à part le déficit public. Mieux je me porte. C'est mal redistribué, c'est le problème. Non, ce n'est pas qu'une ce n'est pas qu'une question. Attendez, de transfert. Ce n'est pas qu'une question de redistribution. Ce n'est pas qu'une question de redistribution. Vous savez que, parce que tout n'est pas acheté non plus avec l'eau du bain, il y a eu tout un travail qui a été fait au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron sur l'attractivité de la France. Bon, faire venir des entreprises étrangères en France, etc. La politique de l'offre. Ça, et encore, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait encore améliorer, puisque notamment, il n'y a pas assez d'emplois qui sont créés à cette occasion-là. C'est souvent, on fait grossir des usines, mais c'est pas des emplois créés de toutes pièces. Ça, moi, je le vois du côté professionnel, ça a vraiment de la valeur pour un pays, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'abord de nous ouvrir sur des compétences que nous n'avons pas forcément. C'est de l'emploi direct, de l'emploi indirect, c'est de la renommée. Donc, l'ensemble de ces politiques-là, c'est aussi ce qui vient en soutien, et plus
on aura finalement de l'argent sonnant et trébuchant, plus on sera en capacité... Ça, c'est le ruissellement d'Emmanuel Macron. Moi, je ne sais pas si c'est le ruissellement. Je vais vous dire, il y a un moment. Le ruissellement, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est la richesse de la France. Non, le ruissellement, c'est non, ça, il y a des très riches, les pauvres vont être moins pauvres. Exactement, c'est pas la même chose. Et je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on sorte des cases et de l'idéologie. Excusez-moi, Oui. comme la question était sur Marine Le Pen, pardon, donc je voudrais juste répondre. J'ai toujours besoin de ça. Il faut recentrer les C'est un débats. moment, non mais c'est un moment. C'est le journaliste qui Non, parle. ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est que je pense qu'on vit un moment historique exceptionnel. Ce qu'on a entendu là aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe entre l'Élysée, Marine Le Pen, Jordan Bardella en ce moment, pour effectivement faire une espèce de paix armée. Oui. Alors on appelle ça surveillance, etc. On va trouver d'autres termes pour essayer d'expliquer l'entreprise de dédiabolisation du Rassemblement national, elle n'est même plus en cours, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où quasiment ce parti, qui est quand même effectivement le parti le plus important de l'Assemblée nationale. C'est pas logique quand on fait 11 millions de voix. Ce parti-là, eh bien effectivement, il a un côté faiseur de roi maintenant, ce qui est quand même très surprenant. Et ça, et bien sûr, mais il n'empêche que, bien sûr, les responsabilités, elles viennent du Parti socialiste et de la direction du Parti socialiste. Mais c'est un événement politique considérable qu'on est en train de vivre. Sous réserve, vous avez entièrement raison, mais sous réserve que Marine Le Pen continue de travailler sur la stabilité institutionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun intérêt à être Absolument. celle par laquelle ce gouvernement, à qui on doit laisser sa chance, tomberait. C'est pour ça que ça va durer peut-être plus longtemps qu'on ne le ce qu'on croit. Voilà. Exactement. Parce que ça Et moi reste tout le monde au j'appelle final. ça, on vous disait, on Bien peut sûr. chercher... Surtout si Michel Barnier, sur les questions de sécurité Ou ou d'immigration, d'immigration, ouvre. donne des éléments. Et on peut vous chercher justement des éléments de langage, de vocabulaire pour qualifier cette situation historique. Moi, ça me fait penser à une entente non cordiale. Oui, voilà, ça. c'est vraiment, Aussi, oui. voilà, Bonne c'est un peu l'expression qui me vient à l'esprit. En attendant 2027, évidemment, qu'est-ce qu'elle peut gagner, Marine Le Pen? C'est récupérer la proportionnelle au passage et une majorité. Au final, est-ce que c'est pas son seul gros objectif en attendant 2027? D'avoir un changement de mode de scrutin Je qui pense que l'avantage pour vraiment. Marine Le Pen, la question c'est de s'installer encore un peu plus dans le paysage, de faire en sorte que le front républicain qui a marché entre les deux tours dans le cadre de ces accords Qui a surpris parfois tout le monde. baroques, bon, c'est qu'elle se mette en situation, soit c'est le système italien, c'est qu'elle va pouvoir dire aux Français, ben regardez, comme Mélanie, vous voyez, ce gouvernement était incapable, vous voyez bien... ils Mélanie, sont elle tous vit avec incapables, l'argent de l'Europe entendu. qu'elle voulait refuser. Voilà, En même temps, c'est donc, facile. le seul recours, c'est moi. Elle va essayer de bâtir ce modèle-là. Et elle peut être en situation d'un référendum, d'une démission du Et président. donc c'est là, pas- et après, moi je crois que on a plus de probabilité à avoir une élection présidentielle plutôt qu'une élection législative. Parce que si ça marche pas une fois... Avec démission d'Emmanuel Macron. Avec Ou les démissions destitution, parce que l'article parce 68 que ça est- sera le seul recours possible. Bien sûr. Et on peut avoir un autre scénario qui serait celui d'avoir, à travers Michel Barnier, qui n'a pas a priori d'agenda politique présidentiel Caché. immédiat, Il était caché, candidat à la primaire il n'y a pas si longtemps que ça. qu'il fasse à ce moment-là ce qui est urgent pour le pays. D'ailleurs, il a planté des banderilles en parlant déjà de l'immigration, de la sécurité, etc. Qu'il fasse le job. Et s'il fait le job suffisamment dans la durée, ça peut permettre aussi de faire baisser le Front Et National. on peut avoir des Bah, surprises vous à allez- l'Assemblée nationale aussi, avec par exemple Renaissance, quand on a vu le discours de Gabriel Attal lors de la passation de pouvoir Lunaire. avec Michel Barnier, on peut s'inquiéter sur la fidélité, la loyauté qu'il va y avoir du groupe Renaissance avec ce Il y a gouvernement. pas- Ça il y a peut pas bouger, à ça s'inquiéter, aussi. ça. Et le rôle d'Édouard Gabriel Philippe, Attal a déjà montré que la loyauté était quand même pas sa qualité de ça lui fera plaisir s'il nous entend. Franchement, Hervé Morin. demandez à Jean-Michel Blanquer, il peut vous en parler longtemps. Hervé Morin, l'image d'Édouard Philippe qui arrive à Matignon. Édouard Philippe qui a fait état de sa volonté, enfin, de sa candidature pour 2027. Quel est le poids d'Édouard Philippe dans ce qui se passe en ce moment selon vous? Bah déjà c'est parlementaire et puis deuxième groupe Horizon. bon et puis Édouard Philippe sa déclaration de candidature dont on peut se dire mais pourquoi il l'a annoncé à ce moment-là? En clair, grosso modo, il considère que la page Macron est déjà tournée et que peut-être Ce que fait qu'il y aura Gabriel Attal d'une autre façon aussi. une présidentielle anticipée qui l'amène à devoir se préparer et le dire aux Français. On peut pas imaginer que ce soit autre chose, sinon on comprend Absolument. pas. Je crois qu'on a besoin, tout élément de clarté et de sérieux dans le débat, d'où qu'il vienne aujourd'hui. Je crois que les Français ont aussi envie de ça. Ouais, et puis Édouard Bon, c'était Philippe, pas c'est une responsable. surprise, voilà, mais on sait qu'il est aujourd'hui, il était consulté en tant qu'ancien Premier ministre, puisqu'il y président de avait parti. et président de parti, bien sûr, mais il y avait également Laurent Marcangeli et Claude Maluret qui étaient là pour la partie parlementaire. Et je crois que c'est plutôt rassurant de se Et dire ces qu'il y a un ambitions, certain nombre. elles sont connues depuis, Elles sont connues, c'est un
un non-sujet. Et il se prépare sérieusement, Exactement, c'est plus méthodiquement, avec son parti Horizon. Il travaille vraiment à fond. Il sillonne la France. Il est prêt. Alors là, il est dans l'ancien modèle, si je puis dire. Il laboure le terrain à la Sarkozy, à la Hollande, à la Chirac, etc. Il fait le travail de base. C'est rassurant de se dire qu'il y a en fait une proposition qui sera acceptée ou refusée, mais une proposition qui aura été mûrie longuement avec des équipes partout sur le territoire. Je pense que c'est... Et il reste très populaire. Et il reste très populaire. Hervé Morin, en début d'interview, il y a une vingtaine de minutes maintenant, vous m'avez dit non, moi j'irai pas, j'irai pas. Je vous crois, mais par contre, il faudra pas que ça arrive également. Parce que vous incarnez aussi... Je ne mens jamais, monsieur. Je ne mens jamais. Ne dites surtout pas ça qu'on s'est filmé, monsieur Morin. C'est un conseil que je me permets de vous donner. Jamais d'engagement comme celui-là. Non, mais ce qui était intéressant aussi dans votre possible candidature arrivée, c'est qu'on a beaucoup parlé de la décentralisation. Vous avez été aussi président des régions de France, vous êtes encore président d'une région. C'est aussi cela sur lequel Michel Barnier doit s'appuyer aujourd'hui. C'est-à-dire cette surcentralisation à l'Élysée en l'occurrence qui fait du mal, et il faut réélargir le spectre, redonner un peu de la vie aux régions de France, aux communautés. C'est aussi redescendre dans l'étage et c'est pas péjoratif. On a besoin de rebâtir un régime parlementaire tel qu'il existait. J'ai fait partie des rares parlementaires à avoir voté contre le quinquennat. Donc je suis assez fier de moi d'avoir eu cette lucidité-là à ce moment. Parce que le quinquennat a été un drame pour le pays. Le quinquennat, avec l'élection législative dans la foulée, ça fait des présidents de la République qui disent aux députés, j'en ai entendu un, leur dire, écoutez, de toute façon, m'emmerdez pas parce que c'est grâce à moi que vous êtes élu. Emmanuel Macron n'a pas arrêté de dire ça. C'était vrai, en tout cas. Bon, d'accord, mais on a besoin d'avoir un Parlement qui est avec un Premier ministre qui ne soit pas un collaborateur. Quand on avait un président de la République comme Emmanuel Macron, qui passait une demi-journée avec la Fédération des chasseurs pour fixer le prix du permis de chasser, vous vous dites, mais où on est, quoi? Dans quel pays on est? Bon, et donc on a besoin à la fois de restaurer des équilibres au sein de l'exécutif, et on a besoin d'un vaste mouvement d'autonomie, de régionalisation, de décentralisation pour nous rendre efficaces sur toute une série de sujets. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron a eu tant de mal à trouver un Premier ministre, c'est parce que pendant toutes ces années, il s'est cru, lui, être le Premier ministre. Il était même ministre. Il était les deux. Et donc, ça, c'est le quinquennat qui crée ça. Souvenez-vous de ses discours sur la politique de l'eau, où il fixait quasiment le tarif de l'eau. Mais tout le monde s'extasiait ou Non, je ne suis jamais extasié, moi. En tout cas, saluait. Non, moi je m'extasie pour rien, vous savez. Je suis blasé. Non, mais tout le monde saluait sa connaissance des dossiers. C'est aussi ça, mais là n'est pas exclusif. Parce que vous pensez que Giscard, il ne connaissait pas ses dossiers? Bon, en tout cas, on le voyait moins, où il n'y avait pas de chaîne info pour le voir, mais je sais pas. Mais lisez les mémoires de Perfide sur De Gaulle, quoi. Enfin, c'est vraiment ancienne France. Hein. C'est celle qui marchait. Je vous rappelle que nous étions la 3e puissance économique mondiale. Vous avez bien raison. Je vous rappelle que le pouvoir d'achat par ménage en France en 1980 était comparable à la Suisse et à l'Allemagne. Aujourd'hui, nous avons 30% de moins que les Suisses et les Allemands. Il était comment comme ministre, Michel Barnier, et comment il va être comme Premier ministre? Vous qui avez travaillé à ses côtés. Il n'est pas du tout l'image du personnage Fallot qu'on a bien souvent voulu décrire, sa personnalité. Il a beaucoup de convictions, il a beaucoup de tempérament, il a de la volonté, il lâche rien. C'est un montagnard. Franchement, c'est pas du tout l'image du bonhomme mou que certains ont bien voulu décrire dans différentes parties de la vie. C'est moins bien que la Haute-Savoie, mais c'est bien. Jean-Pierre Raffarin le rappelait, hein, il disait, il réussit les missions qu'on lui confie. Une dernière question. Qui vous souhaiteriez voir au gouvernement? C'est des questions auxquelles on adore répondre en général. Moi, je vous dis, je souhaite avoir des femmes et des hommes qui ont eu des responsabilités politiques, qui savent ce qu'est la France. Ça peut, donc ça peut être des grands élus locaux qui ont déjà été dans des gouvernements précédemment. Ça peut être des personnes comme David Lisnard, avec lequel je travaille. Dont on a parlé un petit peu pour... et qui a déjà un vrai projet politique, puisqu'on travaillant avec lui, je vois quelle est la culture et le référentiel qui est le sien. Ça peut être des gens, on parlait tout à l'heure de quelqu'un comme Copé. Bon, Jean-François ces gens-là, ils connaissent la vie et ils sont capables de piloter une administration. Et qui est élu local. Moi, je crois qu'un gouvernement il faut des gens de gauche aussi. De dinosaures de poids lourds serait pas si mal que ça. Je suis contraint de mettre un terme à nos échanges parce que j'ai un long. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau. Merci encore à Agnès Verdier.